Aujourd'hui, je vais vous partager quelques vérités. Oui, des vérités sur ce qui vous empêche de réussir et d'évoluer dans votre vie. Et il fallait que quelqu'un vous le dise. Alors voilà, bon, désolé les sérins, je me suis auto-désignée pour pouvoir jouer le vilain petit canard. Mais ça ne me dérange pas, j'assume parce que parfois, entendre quelques vérités, voilà, ça peut être un petit peu frustrant. On peut dire, oh, pour qui cette personne se prend, etc. Mais au final, ça nous remet en question, ça nous fait du bien. Et quelque part, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aviez besoin d'entendre cela. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour à tous, moi c'est Christy Serin, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Et sur cette chaîne, on parle orientation scolaire, reconversion professionnelle, entrepreneuriat, mindset, dev perso. Donc si tous ces sujets vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Alors, premier point, vous êtes constamment dans la rumination. Vous aimez regarder en arrière. C'est humain, on le fait tous, ok. Mais imaginez que vous conduisez en fait une voiture et vous regardez constamment en fait dans les rétroviseurs. Eh bien finalement, vous-même vous voyez que vous finirez par avancer dans un mur quelque part. Eh bien dans votre vie, c'est exactement pareil. Il faut savoir tirer des leçons du passé, oui, mais se focaliser dans les rétroviseurs, je dirais, de son passé, non. C'est une stratégie pour réguler vos émotions qui ne vous mène à rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études en psychologie qui sont claires à ce sujet. Ruminer sur le passé, c'est-à-dire ressasser constamment les expériences négatives, c'est l'une des stratégies les plus toxiques pour votre bien-être émotionnel. Plusieurs chercheurs ont montré que cette habitude est liée à des états d'anxiété, ça va accentuer votre état de dépression et ça va vous épuiser mentalement. Et malheureusement, vous serez moins apte à agir sur le moment présent pour vos projets. Alors que faire? Déjà, apprenez à vous laisser tranquille. Vous avez fait une erreur, vous avez merdé quelque part, ok, that's ok, personne n'est parfait. Déchargez-vous mentalement. Posez tout sur un papier, voilà, libérez-vous émotionnellement, posez tout cela sur un papier et c'est ce qu'on appelle de l'écriture expressive. En effet, les recherches montrent qu'écrire sur vos émotions peut réduire votre stress et vous aider à y voir plus clair. Ensuite, une fois que vous avez bien vidé votre sac, posez-vous des questions importantes. Quelles leçons vous pouvez en tirer de cette erreur que vous avez fait et quels bénéfices vous pourrez en tirer pour l'avenir? Pourquoi ces questions? Eh bien tout simplement parce que notre cerveau adore trouver du sens. En transformant vos erreurs en apprentissage, vous activez un processus qu'on appelle en psychologie la réévaluation cognitive. En gros, vous prenez une situation négative, vous changez votre regard dessus pour qu'elle vous serve au lieu de vous freiner. Donc en gros, oui, regardez en arrière de temps en temps, ok, mais seulement pour vous propulser pour aller de l'avant. La route, elle est devant vous et pas derrière vous. Malheureusement, parfois vous êtes votre pire ennemi et vous le savez. Vous vous répétez parfois, je suis nulle, je ne sais rien faire, je suis moche, pourquoi je suis bête comme ça? Et le pire, c'est que lorsque vous vous auto-critiquez, vous y mettez tout votre cœur, faut vous voir, vous y mettez toute votre énergie, comme si vous vouliez vraiment vous abattre. Mais non, soyons honnêtes. Pensez-vous réellement que ces paroles vous aident? Croyez-vous sincèrement que dire cela de vous-même va vous donner l'énergie d'agir, la motivation pour avancer? Imaginez un instant que vous disiez ces mêmes choses à un enfant ou encore à votre meilleur ami. Tu es nul, tu ne sais rien faire, tu es bête. Sérieusement? Non, bien sûr que non, vous n'allez jamais dire ça parce qu'en fait, vous êtes bienveillant envers quelqu'un que vous aimez. Alors, pourquoi refusez-vous de montrer la même bienveillance vis-à-vis de vous-même? Pourquoi finalement vous faites passer tout le monde avant vous comme si vous étiez en second plan et vous n'en valiez pas la peine? Et c'est là qu'intervient un concept qu'on appelle l'autocompassion dont a parlé Kristin Neff. L'autocompassion, c'est se parler avec bienveillance et douceur. Vous savez, un peu comme on parlerait à un ami. Ce n'est pas de l'auto-indulgence, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force. Les études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une meilleure résilience face aux épreuves. Moins d'anxiété, moins de stress et beaucoup plus de motivation pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'elles ont tout simplement décidé de s'aider au lieu de se saboter. Quand vous vous autocritiquez avec cette dureté, ces mots violents, vous envoyez à votre subconscient un message de rejet vis-à-vis de vous-même. Votre cerveau, qui est une machine puissante, le prend au sérieux et en résultat, au lieu de vous aider à progresser, il s'enferme dans des schémas négatifs. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'auto-renforcement négatif. Plus vous vous critiquez, plus vous vous enfoncez. Vous devenez littéralement votre propre bourreau. Alors si vous voulez changer cela, commencez par observer votre dialogue intérieur, ce que vous vous dites dans votre tête souvent. Lorsque vous remarquez une pensée parasite qui arrive comme « je suis nul », arrêtez-vous, prenez une grande inspiration et demandez-vous « est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime ?» Et si la réponse est non, eh bien les serins, reformulez. Au lieu de dire « je suis bête », dites « j'ai fait une erreur, je vais en tirer une leçon ». Point.
C'est tout. Et c'est ça l'autocompassion. C'est finalement réussir à vous parler comme vous parleriez à un être cher. Réussir à vous offrir cette bienveillance que vous méritez vous aussi. Réussir à changer votre dialogue intérieur en un dialogue positif. Parce que vous aussi, vous êtes important. Aussi important que n'importe qui d'autre et ça, c'est non négociable. Troisième mauvaise habitude, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. Vous ne prenez pas le temps pour investir dans votre estime de vous-même. Je le sais, vous le savez aussi, vous en êtes conscient. Vous voyez bien que vous avez des blocages. Vous voyez bien que il y a des moments où vous êtes permanemment en train de vous dévaloriser. Et l'estime de soi, ce n'est pas juste un concept. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se manifeste dans vos actions vis-à-vis de vous-même. C'est un véritable pilier finalement de votre santé mentale. Et investir dans votre estime de vous, c'est un choix actif, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est au fond? C'est reconnaître votre propre valeur. Et reconnaître votre propre valeur, ça se traduit, comme je vous disais, par des actions concrètes. Prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites cela, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Ok, je m'aime, je mérite de l'attention, je mérite du respect. D'ailleurs, les études de psychologie confirment le lien entre les actes de soin envers soi-même et une meilleure estime de soi. Par exemple, les travaux de Carl Rogers, un grand psychologue humaniste, montrent que l'estime de soi est fortement liée à ce qu'on appelle l'acceptation inconditionnelle de soi. En d'autres termes, quand vous prenez le temps de prendre soin de vous-même, que ce soit en faisant du sport, en méditant, en vous relaxant, en vous faisant masser, eh bien, vous vous rappelez que vous êtes important, vous-même avec vos imperfections. Et ce n'est pas juste pour votre mental, même votre corps finalement en bénéficie. Des études montrent que prendre soin de son corps envoie réellement un signal à votre cerveau. Quand vous faites un massage, une séance de sport ou que vous prenez un bain relaxant, eh bien vous activez également des circuits neurologiques liés au bien-être, notamment par le système parasympathique. Donc ça va réduire votre stress, ça va améliorer votre humeur, renforcer cette connexion que vous devez avoir avec vous-même. Alors, quand vous prenez ce temps pour vous, dites-le clairement à votre corps et à votre esprit. Je prends soin de toi parce que je t'aime. Et non, ce n'est pas du narcissisme. C'est simplement du respect, de l'amour, de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et tout cela, ça vous permet d'avoir l'énergie, la clarté et la force d'être présente pour vous-même et pour les autres. Alors, commencez petit à petit. Vous n'avez pas besoin de tout révolutionner en un claquement de doigts en une journée. Prenez juste 10 minutes pour vous. Faites quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous rappelle que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous comptez. Parce que si vous ne montrez pas ça à votre esprit et à votre corps, si vous ne leur montrez pas en fait l'amour, le respect que vous leur accordez, comment vous-même vous pouvez croire en votre propre valeur? D'ailleurs, si vous souhaitez échanger avec moi sur une de vos problématiques et tout cela, ça résonne en vous, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien, il est juste en dessous, en barre d'infos. Voilà, je vous ai mis à disposition mon calendrier. Quatrième mauvaise habitude qui est liée à la troisième, vous ne vous priorisez pas assez. Et oui, vous faites toujours passer les autres avant vous. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous avez peur. Peur de quoi? Peur de ne pas être aimé, peur de décevoir. C'est ce qu'on appelle finalement le syndrome de l'infirmier ou de l'aidant. Vous voulez être là pour tout le monde, pour soigner les blessures des autres, les aider à se relever. Et je le vois bien, vous mettez tout votre cœur dans cela. Mais voilà le problème. Pendant que vous réparez les autres, vous vous oubliez. Vos propres blessures, elles restent ouvertes et vous ne prenez jamais le temps de les guérir. Ce comportement est profondément humain. On parle là de valorisation extrinsèque. C'est lorsque nous cherchons à obtenir notre valeur personnelle à travers de la reconnaissance ou de l'amour des autres. En aidant les autres, vous ressentez une validation temporaire, une impression de faire ce qu'il faut pour pouvoir mériter leur amour, leur affection. Mais voilà le piège. Plus vous donnez, plus vous vous épuisez. Et à force, vous n'avez rien à donner, ni à eux et ni à vous-même. C'est ça le pire. Les recherches, comme celle de Kristen Neff, encore une fois, sur l'autocompassion, montrent que cette dynamique est souvent liée à un manque de bienveillance envers soi-même. Vous cherchez à donner finalement aux autres ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même, c'est-à-dire du soin, de l'amour, de la reconnaissance, de la valeur. Si vous continuez à vous oublier, à ignorer vos blessures, vous risquez de vous briser, en fait, de vous épuiser. Alors que faire? Déjà, il faut accepter une vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et ce n'est pas égoïste de penser cela, c'est juste réaliste. Vous occupez de vous-même, de vos blessures, de vous tout simplement. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Quand vous apprenez à guérir de vos blessures, vous devenez encore plus capable d'aider les autres, mais cette fois-ci, sans le faire au détriment de vous-même, sans vous sacrifier. Alors posez-vous
posez-vous une question simple. Qu'est-ce que je fais pour moi? Si la réponse c'est rien ou pas grand-chose, ou moi on verra après, alors il est temps de rééquilibrer. Prenez du temps pour vous explorer, pour explorer ce qui vous fait du bien, ce qui vous recharge en énergie. Parce que malheureusement, je vous dis ça pour votre bien, autrement dit, c'est le burn-out qui vous attend. Un burn-out qui touche de nombreuses personnes qui adorent aider, qui adorent le faire au détriment d'eux-mêmes, au détriment de leur propre santé. Vous avez besoin de mettre des limites claires en prenant des moments pour vous-même et pour vous recentrer sur vos propres besoins. Et souvenez-vous, vous occuper de vous, ce n'est pas abandonner les autres. C'est simplement reconnaître que votre propre santé mentale et émotionnelle, c'est une priorité. Parce qu'au final, plus vous êtes en paix avec vous-même, mieux vous pourrez être là pour les autres, mais cette fois-ci sans vous oublier en chemin. 5e habitude, vos émotions désagréables, malheureusement, décident pour vous. Vous vous fiez trop souvent à votre peur. Vous vous dites, j'ai peur donc je n'y vais pas. Et c'est là que se fait la différence. Une différence énorme entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués au même stade, ceux qui ont l'impression de stagner. Pourquoi? Parce que la peur, bien qu'elle soit là pour vous protéger, peut devenir votre plus grand obstacle si vous la laissez toujours décider pour vous. La peur, c'est une émotion primordiale, ancrée dans notre cerveau depuis des millions d'années. Elle est gérée par une structure appelée l'amygdale qui scanne en permanence votre environnement à la recherche de danger. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'un risque potentiel est détecté, que ce soit un vrai danger ou juste une incertitude, eh bien votre cerveau, là, il fait bip bip bip. Attention, ne fais pas ça, reste là où c'est plus sûr, reste dans ta zone de confort. Et c'est une stratégie de survie qui est très efficace pour éviter des prédateurs dans la savane. Mais blague à part, dans votre vie moderne, elle peut devenir un frein, surtout si vous rêvez de grandir, d'accomplir des choses importantes. Le problème, c'est que si vous écoutez systématiquement cette voie de protection, vous prenez un autre risque bien plus insidieux, celui de ne jamais sortir de votre zone de confort. Et qu'est-ce que cela vous apporte? Une vie où vous restez toujours dans votre petite zone de sécurité. Ça ne vous apporte rien. Vous n'apprenez pas, vous n'évoluez pas. Et vous finissez dans une vie qui ne vous stimule pas du tout, une vie qui ne vous épanouit pas. C'est ce qu'on appelle en psychologie le piège de la complaisance. Donc, ce piège qui vous crée de l'immobilisme au détriment du déploiement de votre potentiel. Mais si vous êtes comme moi, et je sais que vous l'êtes si vous écoutez cette vidéo, au fond de vous, vous voyez grand. Vous voulez plus pour vous-même. Vous voulez explorer, construire quelque chose de significatif dans votre vie. Et pour cela, vous devez apprendre à voir la peur autrement. Parce que ceux qui réussissent n'ont pas moins peur que vous. La différence, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à « j'ai peur, donc je n'y vais pas ». Ils se disent « ok, j'ai peur » et alors, ils avancent quand même. Et c'est le cas de moi-même en train de tourner cette vidéo. J'ai eu peur de la faire et je me suis dit « mais let's go !» En fait, qui va m'empêcher? Donc, les recherches en psychologie le confirment. La peur, c'est une étape normale dans tout processus de changement ou d'innovation. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Et c'est ce qui va vous permettre d'arriver à la fin de votre vie et de vous dire « ok, en fait, je n'ai pas forcément de regrets. Je ne me dis pas « et si j'avais essayé de ?» Je l'ai fait en fait. J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai vu ce que ça a donné. Et c'est en prenant des risques mesurés, en sortant de cette zone de confort, que vous trouvez le chemin de la croissance, le chemin de l'accomplissement personnel et de la réussite. Alors la prochaine fois que vous avez peur, rappelez-vous, ce n'est pas un feu rouge, c'est un feu orange. Un signal pour ralentir, évaluer, tâter le terrain, mais surtout avancer. Parce que le vrai risque, celui qui compte vraiment, c'est celui de passer à côté de votre propre vie. 6e mauvaise habitude, vous n'assumez pas votre véritable vision. Ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent. Si votre objectif, c'est de vouloir un métier comme ci, comme ça, avec tel critère, ou votre objectif, c'est de perdre 15 kilos, ou encore de gagner 10 000 € par mois, dites-le, confessez-le. Pas forcément à la terre entière, mais au moins à vous-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, devinez quoi? Eh bien, vous n'atteignez pas en fait cet objectif-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous-même, vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez. Donc, votre cerveau ne peut pas arriver à mobiliser l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Et c'est là qu'on parle en psychologie de fixation d'objectifs spécifiques. Les études ont montré que les objectifs clairs et précis augmentent considérablement vos chances de réussite. Pourquoi? Tout simplement parce que votre cerveau, il adore la clarté. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez mobiliser votre énergie et vos ressources de manière efficace. À l'inverse, si vous êtes dans le flou, vous êtes là, on verra bien. Eh bien, en fait, vous vous dispersez, vous avancez, mais nulle part. Et je sais que vous allez me dire, oui, mais Christy, je préfère ne pas me mettre de la pression, je préfère commencer en me disant, on verra bien où ça me mène, ok? Mais regardez, où est-ce que ça vous mène? Quand vous avancez sans but précis, eh bien, vous avancez en fait comme une voiture, les yeux bandés, vous partez de Marseille, mais vous espérez arriver à Paris, mais sans GPS, sans itinéraire, sans rien, et puis vous vous étonnez en fait d'arriver au milieu de nulle part. Ça ne peut pas fonctionner, bon Dieu! Non, mais vraiment, fixez-vous des objectifs honnêtes et soyez honnête envers vous-même. C'est finalement reconnaître vos véritables
véritables envies, ce qui vous motive vraiment. Et oui, ça peut faire peur parce qu'assumer des objectifs grands, c'est assumer aussi la possibilité d'échouer. Mais le vrai échec, honnêtement, c'est de ne rien tenter. La vie, elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez si vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne l'assumez pas. Alors, comment faire? Concrètement, écrivez vos objectifs sur un petit papier. Des études en psychologie montrent que l'écriture, en fait, d'objectifs augmente la probabilité que ceux-ci se réalisent. Tout simplement parce que cela va rendre vos intentions concrètes, tangibles, mesurables, spécifiques. En parlant de spécificité, soyez spécifique. Si, par exemple, vous voulez perdre du poids, ne dites pas vaguement je veux perdre du poids. Dites plutôt, par exemple, je veux perdre du poids, plus précisément 15 kilos d'ici 6 mois en faisant du sport 3 fois par semaine. Là, on est sur un objectif beaucoup plus spécifique et que votre cerveau arrive à mieux visualiser. Enfin, engagez-vous envers vous-même. Mettez en place un plan d'action clair avec des étapes concrètes pour y arriver. Chaque petite victoire renforce votre sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire votre confiance en vous. Alors, arrêtez de vous mentir. Soyez clair sur ce que vous voulez et tracez votre chemin parce qu'au fond, vous savez où vous voulez aller. Il ne vous reste qu'à l'assumer pleinement et à agir tout simplement en conséquence. 7e point, vous ne prenez pas suffisamment la responsabilité de vos choix. Vous dites, on verra bien où ça me mène. Je verrai ce que Dieu m'amène à avoir. Dieu en a décidé autrement. Ces phrases, vous les utilisez peut-être trop souvent. Et je comprends, moi-même je suis croyante. Mais soyons honnêtes, bien souvent ces phrases servent de prétexte, une excuse pour éviter une remise en question. Ce n'est pas une attaque contre votre foi, non pas du tout, au contraire. Croire c'est très important, je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas confondre la foi et puis la fuite de responsabilité. Quand vous dites Dieu en a décidé autrement, demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a décidé ou est-ce que c'est une manière d'expliquer un choix ou une action que vous avez faite et qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, tout simplement? Parfois ce n'était pas le projet de Dieu, c'était votre propre projet. Et le reconnaître, ce n'est pas de l'autocritique stérile ou de la culpabilisation. Ce n'est pas non plus une invitation de ma part à ruminer ou à vous auto-flageller, pas du tout. C'est simplement un acte de lucidité. En psychologie, on parle de l'attribution causale. C'est la façon dont nous expliquons les causes des événements dans notre vie. Certaines personnes ont tendance à attribuer tout à des facteurs extérieurs. Dieu, le destin, les autres, la société, pour éviter de confronter finalement leur propre responsabilité. Mais si vous voulez évoluer, il faudra confronter votre propre responsabilité et ne pas dire que vos choix, etc., vos actions découlent forcément de Dieu ou du destin ou de la société. Parce que derrière chaque erreur, il y a une leçon. Et dans cette leçon, en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous avez l'opportunité de grandir. Vos erreurs ne sont pas des malédictions. Ce sont souvent des bénédictions déguisées, des grâces qui vous poussent à évoluer. Les études en psychologie montrent que cette capacité à apprendre de ses erreurs, c'est ce qu'on appelle la mentalité de croissance, le growth mindset. Et des chercheurs expliquent que les personnes qui voient leur échec comme des opportunités d'apprentissage sont celles qui réussissent le plus dans leur vie et celles qui progressent le plus. Mais attention, tant que vous refusez de voir la leçon, tant que vous attribuez tout ce qui vous arrive à des forces extérieures, à la société, etc., à Dieu, etc., eh bien le schéma se répète. Vous restez coincé dans un cycle où rien ne change parce que vous n'avez pas intégré ce que vous deviez comprendre. C'est comme si la vie vous disait « Ok, on recommence parce que là, t'as pas encore capté, Vincent. T'as pas encore capté, Micheline. » Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire « Dieu, la société en a décidé autrement », prenez un moment et posez-vous la question « Quelle est la part de mes choix dans ce qui m'arrive? Qu'est-ce que cette situation, elle m'enseigne? » Et rappelez-vous, apprendre de vos erreurs, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Parce que chaque leçon apprise vous rapproche un peu plus de la vie que vous voulez vraiment. 8e erreur, vous raisonnez avec un mindset fixe. Vous vous dites, j'ai jamais été bon dans ça, ma personnalité est comme ça, j'ai toujours été comme ça, depuis tout petit. Et quelque part, on entend que c'est comme ça et ça changera jamais. Est-ce que vous réalisez que vous pouvez changer? Est-ce que vous réalisez que votre version de vous-même actuellement, elle est éphémère? Vous pouvez évoluer. En théorie, vous le savez sûrement que tout le monde peut changer. Mais en pratique, souvent c'est différent parce qu'au fond de vous avez tendance à rester coincé dans cette idée que votre version actuelle de vous-même, elle est définitive. Comme si votre identité, elle était gravée dans le marbre. Et c'est là que vous devez faire un pas décisif, entrer dans ce qu'on appelle un mindset de croissance. Le mindset de croissance ou mentalité de développement, pour traduire en français, est un concept développé par la psychologue Carol Dweck. Elle a démontré à travers plusieurs recherches que les personnes qui croient qu'elles peuvent
évoluer, qui voient leurs compétences, leur personnalité et même leurs limites comme des choses malléables et non fixes dans le temps, réussissent bien mieux à s'améliorer que celles qui pensent qu'elles sont bloquées dans un état permanent. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque vous croyez que vous pouvez évoluer, votre cerveau agit différemment. En psychologie, on sait que les pensées influencent directement les comportements. Si vous dites « je suis nul dans ça, donc ça sert à rien d'essayer », en fait, logiquement, vous allez éviter les efforts, éviter les risques et vous resterez effectivement nul. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Vous finissez par prouver à vous-même ce que vous croyez dès le départ. Mais si au contraire, vous vous dites « je ne suis pas encore bonne dans ça, mais je peux apprendre », eh bien là, en fait, vous activez une toute autre dynamique. Et c'est exactement cette dynamique que j'ai activée dans énormément de projets de ma vie. En me lançant dans l'entrepreneuriat, en me lançant sur YouTube, voilà, je me suis tout simplement dit, au départ, bon, tu n'es pas encore bonne. En fait, avec le temps, ça va aller. Tu vas évoluer, tu vas apprendre à mieux parler. Je me suis pas dit, je sais pas parler face cam, etc. Je suis pas bonne et c'est définitif. Non. Eh bien, quelque part, vous faites passer votre cerveau en mode apprentissage. Et donc, lorsque vous faites ça, votre cerveau commence à mobiliser des solutions pour agir en accord avec cette croyance. Et c'est là que vous grandissez. C'est là que vous évoluez. Comprenez une chose essentielle. Votre version actuelle de vous-même n'est pas votre version finale définitive. Vous êtes, entre guillemets, un projet, je dirais, en constante évolution. Donc, du jour au lendemain, même sans quitter le pays, vous pouvez devenir totalement quelqu'un d'autre. Vous pouvez changer de mentalité, changer de façon de faire, augmenter en compétences, devenir plus éloquent. Voilà, rien n'est figé. Donc, abandonnez l'idée de vous dire « je suis comme ça ». Parce que non, vous n'êtes pas juste comme ça. Vous êtes comme vous choisissez de devenir. Alors aujourd'hui, choisissez de croire en votre capacité à évoluer. Rappelez-vous, chaque étape de croissance commence par une simple croyance. Celle que vous n'êtes pas fini, que vous pouvez toujours apprendre, que vous pouvez toujours progresser. Parce que vous le pouvez et cela, c'est non négociable. Et 9e mauvaise habitude, vous procrastinez beaucoup trop. Vous remettez tout ce que vous devez faire au lendemain, encore et encore. Et à force, vous finissez par perdre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous vous dites, je devais le faire, mais je l'ai pas fait. Pendant que vous regardez les autres avancer, vous avez l'impression de stagner. Et cette impression, elle est grandissante. Vous vous faites de moins en moins confiance en conséquence. Parce qu'au fond de vous, vous savez déjà, j'ai des choses à faire, mais je me connais, je vais pas les faire. Et donc, du coup, c'est un boucle comme ça dans votre tête. Vous êtes dans une spirale négative, en fait, qui s'installe. Et la procrastination, ce n'est pas juste de la paresse. C'est beaucoup plus complexe que cela. C'est souvent un symptôme, c'est pas la cause. En fait, c'est la conséquence de plusieurs éléments internes qui se jouent en vous. Vos émotions face à la tâche, votre perception de sa difficulté et surtout le sens qu'a la tâche pour vous. Et donc, il paraît essentiel de vous demander pourquoi est-ce que je procrastine autant? Les recherches en psychologie montrent que la procrastination est souvent liée à une gestion émotionnelle défaillante. Elle survient souvent lorsque vous cherchez à éviter un inconfort émotionnel immédiat. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur ou même du stress lié à l'ampleur de la tâche. Et quand vous procrastinez, ce n'est pas que vous ne voulez pas faire la tâche, c'est que vous voulez éviter en fait réellement ce que cette tâche vous fait ressentir. Alors, prenez un moment pour vous écouter et posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que je remets cette tâche-là précisément à plus tard? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas capable de réussir cette tâche? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Si vous procrastinez par peur, cela pourrait être lié à votre estime de vous-même. Quand vous doutez de vos capacités, vous vous bloquez et vous préférez éviter plutôt que d'affronter le risque de mal faire. Si c'est une question de sens, c'est peut-être que la tâche en question ne correspond pas à vos valeurs ou à vos priorités, ce qui rend son accomplissement encore plus difficile. Et une fois que vous comprenez le pourquoi vous procrastinez, vous pouvez commencer à agir là-dessus. Si c'est une question de peur, vous travaillez sur votre confiance en vous, en vous rappelant que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour pouvoir faire en fait. Fait mieux vaut que parfait, comme on dit. Si c'est un problème de sens, eh bien, l'idée c'est peut-être de trouver des moyens de faire qui sont plus alignés avec vos valeurs, avec ce qui résonne avec vous. Bref, l'idée c'est de trouver un lien avec vos objectifs et vos aspirations pour transformer en fait ce qui apparaît comme une corvée en opportunité. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité. Au contraire, en fait, la procrastination, c'est là pour vous donner des indices en fait de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Et puis, lorsque vous procrastinez, ne vous jugez pas. Voilà, posez-vous tout simplement les bonnes questions. Parce que finalement, comprendre pourquoi vous procrastinez, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. En tout cas, les chers, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ne restez pas dans un mindset fixe après avoir regardé cette vidéo. Mon objectif n'est pas de vous figer, n'est pas de vous mettre dans une case ou une étiquette et de vous faire croire que vos mauvaises habitudes vous définissent en tant que personne. Même si en ce moment vous êtes coincé dans un cercle de comportements qui ne vous servent pas et qui vous auto-sabotent,
sens, sinon vous n'auriez pas regardé cette vidéo. Je veux que vous compreniez une chose essentielle. Vous avez le pouvoir de changer. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Le pouvoir, il est là, il est entre vos mains. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce ne sont que des habitudes. Et les habitudes, comme on le sait en neurosciences, elles ne sont pas forcément permanentes. Les habitudes, elles peuvent être remodelées. Et ce processus, il se voit à travers la neuroplasticité, donc qui vous permet de reprogrammer des schémas de pensée, des schémas de comportement. Donc, vous l'aurez compris, votre cerveau, il est conçu pour évoluer. Et vous le savez au fond de vous. Tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, vous sentez que c'est vrai, ou du moins vous savez que c'est vrai pour vous à cet instant T. Vous savez que vous aspirez également à mieux. Vous avez ce potentiel en vous. Et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes laissé porter. Vous vous êtes peut-être un peu égaré. Et c'est normal, ça arrive. Mais maintenant, vous savez que c'est le moment de reprendre tout simplement le contrôle. Reprendre le contrôle de votre vie. Redonner une direction à votre existence. Une orientation sereine, je dirais, à votre existence. Et cette chaîne est là pour pouvoir vous accompagner là-dedans. Si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les sœurs, voilà, ça me fera plaisir, toujours au plaisir de vous lire. Et puis n'hésitez pas à surtout vous abonner sur la chaîne, voilà, ça nous permettra de faire grandir la communauté, d'évoluer et ça va m'envoyer un max de force. Ciao, ciao les sœurs.